Bonjour à tous et encore une fois bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les membres du club des 27. La dernière fois nous avions parlé de Brian Jones et si vous n'avez pas vu la vidéo, je ne peux que trop vous conseiller de commencer par celle-ci avant d'entamer celle d'aujourd'hui. Et donc je vous balance un petit i quelque part par là, je ne sais jamais de quel côté. Et aujourd'hui on va aborder le sujet d'un artiste qui avait justement collaboré avec Brian Jones et qui a marqué l'histoire de la musique des années 60-70, j'ai nommé Jimi Hendrix. Alors si vous êtes bien installé, un petit café, un petit thé dans la pénombre ou pas, et bien c'est parti pour la tragique histoire de Jimi Hendrix générique. James Marshall Hendrix, de son vrai nom Johnny Allen Hendrix, est né le 27 novembre 1942 à Seattle. Il est le premier fils de James Allen Hendrix et de Lucille Hendrix qui se sont rencontrés lors d'un bal en 1941 alors que Lucille n'avait encore que 16 ans. Al Hendrix ne connaît son fils Johnny qu'à partir de ses 3 ans puisqu'il était militaire en Oklahoma. Et Lucille, de son côté, on peut pas dire qu'elle se soit vraiment occupée de son fils, voire en fait même pas du tout, puisqu'elle est alcoolique. À son retour de l'armée, Al va récupérer son fils et le rebaptiser James Marshall en hommage à son frère décédé, Leon Marshall. Il propose alors à Lucille d'emménager ensemble et ils vont accueillir leur deuxième fils, Leon, toujours en rapport avec son frère décédé, en 1948, mais du coup le couple, il se trouve que ça va très mal, les disputes sont quand même monnaie courante et au final Lucille et Al vont finir par divorcer en 1951. Quelques années plus tard, Lucille va décéder de son alcoolisme et Al, de son côté, il bat son fils alors que lui-même en fait souffre de problèmes d'alcoolisme, décidément cette famille. James acquiert sa première guitare à l'âge de 15 ans, il va commencer alors à apprendre à en jouer de manière autodidacte. Il délaisse complètement sa scolarité au profit de la musique et il n'a plus qu'une seule obsession, devenir musicien. En 1961, il est mêlé à une histoire de vol de voiture et du coup il va préférer s'enrôler dans l'armée plutôt que de risquer la prison. C'est là-bas qu'il va rencontrer Billy Cox, un bassiste avec qui il forme le groupe The King Casuals. Et puis 2 ans plus tard, il quitte l'armée et il va travailler alors comme guitariste sous le nom de Jimmy dans plusieurs groupes de rhythm and blues. À la fin 65, il joue avec de grands musiciens comme Little Richard ou encore Ike and Tina Turner. Et vous allez voir qu'encore une fois, les routes de Jimi Hendrix et des Rolling Stones se croisent finalement assez tôt, puisqu'en 1966, Hendrix fait la connaissance de Linda Keith, qui est mannequin, mais pas que, qui est surtout la compagne de Keith Richards, le guitariste des Stones, et qui va organiser une rencontre avec Chas Chandler, qui va devenir par la suite son manager. Hendrix accepte alors de travailler avec lui sur son premier single, dont l'enregistrement se fera en Angleterre. Mais il y a une petite condition, c'est si et seulement si James rencontre celui qui apparaît comme la référence des guitaristes britanniques de l'époque, le grand Eric Clapton. Et forcément Chandler accepte et sur ses conseils, James va adopter définitivement le nom de Jimi Hendrix. Peu de temps après son arrivée à Londres, des auditions sont organisées pour trouver des musiciens pour accompagner Hendrix et c'est ainsi que Noel Redding et Mitch Mitchell sont engagés. Ils font alors ensemble la première partie du très connu en France Johnny Hallyday sur 4 dates de sa tournée. En décembre 1966, la chanson Hey Joe va marquer les débuts discographiques du Jimi Hendrix Experience. Le titre se classe alors 6e des charts anglais.
Fin décembre, Hendrix compose Purple Haze dans les coulisses d'un club et Chandler comprend plutôt très vite que cette chanson-là va être un véritable tube. Et l'histoire va vraiment lui donner raison puisque Purple Haze c'est clairement un ovni dans le monde musical de l'époque qui est porté par l'univers quand même très singulier de Jimi Hendrix et surtout par sa grande maîtrise des effets. Le premier album du groupe sort le 12 mai 1967, le 18 juin 1967 sur les conseils de Paul McCartney que vous connaissez bien je pense, l'expérience joue au Monterey International Pop Festival et la performance est historique. Le groupe devient culte dans les cercles de rock, y compris aux États-Unis. Le second album du groupe, Axis Bold as Love, sort en décembre 1967 et il est quand même très différent du précédent puisqu'il met clairement l'accent sur les talents de guitaristes et d'auteurs-compositeurs de Jimi Hendrix. Suite à une grosse tournée américaine, Hendrix décide de poursuivre l'enregistrement du troisième album et comme c'est un personnage clairement qui n'est pas très conventionnel, il invite qui veut venir en studio, ce qui fait que ça laisse peu de place finalement aux ingénieurs du son qui sont présents pour l'enregistrement de l'album, ce qui va valoir à Hendrix de perdre Chandler au passage qui va complètement jeter l'éponge. Parallèlement, la relation entre Redding et Hendrix se dégrade. Redding reproche en fait à Jimi son insatisfaction permanente et puis surtout il déplore le manque de place que ce dernier lui laisse pour la création des albums. Et malgré tout, l'album va sortir le 25 octobre 1968 et portera le moderne nom d'Electric Ladyland. Et clairement, depuis la sortie de l'album, les relations entre les membres du groupe se détériorent de plus en plus, surtout entre Hendrix et Redding, ce dernier reprochant à Jimi son comportement complètement imprévisible et son contrôle permanent sur la création de leur musique. Malgré cela, le groupe va poursuivre la tournée prévue en Europe et aux États-Unis. C'est d'ailleurs à leur arrivée à Toronto pour assurer leur concert qu'Hendrix va juste se faire arrêter par la douane de l'aéroport puisqu'il est en possession de substances illicites. Donc du coup, il va avoir une belle petite menace d'emprisonnement au-dessus de la tête jusqu'à la fin de l'année 69. La dernière prestation de l'Experience sera celle du festival de Denver le 29 juin 1969. Après ça, Redding va annoncer quitter le groupe et ça scellera clairement la fin de leur collaboration. En août 1969, Jimi Hendrix est une des têtes d'affiche du célèbre festival de Woodstock. Il se produit alors sur scène avec Mitchell qui lui est resté fidèle et puis d'autres connaissances musiciens. Mais comme le festival en fait a pris énormément de retard, le groupe en plus est pas du tout au point et au final ils vont se produire le matin du lundi 18 août dans une ambiance un peu chaotique sur les bords et avec un Jimi Hendrix qui est complètement épuisé. Malgré tout ça, la prestation va rester complètement dans les annales du rock. À la Saint-Sylvestre 1969, Hendrix se produit avec une nouvelle formation, le Band of Gypsies. Sa musique du coup devient davantage funk et il y aura même un album live qui sera tiré du nouvel an de l'année 70. Par la suite, Hendrix décline, il a du mal à assurer ses lives, il se montre de plus en plus exigeant avec sa musique mais aussi avec ses collègues musiciens. Et puis voilà, après une longue période d'errance, on va dire artistique, il reprend en main sa carrière et il enregistre en seulement une semaine son nouvel album studio et dans la foulée, il achète un studio d'enregistrement. Et après clairement des mois de chaos artistique et personnel, Hendrix va retrouver l'inspiration, sa musique est plus rythmée, elle est mieux composée, et il progresse même sur la création de son quatrième album, c'est que les choses avancent. Seulement voilà, la période faste est de courte durée, Hendrix repart en tournée pour financer justement son studio et de nouveau il semble plutôt déprimé et sa consommation de drogue qui était déjà importante avant
augmente. Finalement, la tournée finit même carrément par être annulée. Le 15 septembre 1970, Jimmy retrouve sa nouvelle petite amie Monica Danman. Ce soir-là, ils vont au Ronnie Scott's voir Eric Burdon et War. Le 17 septembre, ils posent pour des photos qui sont prises par Monica et puis ils vont se rendre à une soirée chez Philip Harvey, fils du lord anglais Arthur Vere Harvey, avant de quitter cette dernière, de repasser par l'appartement qu'il occupe avec Monica et de repartir à une autre soirée chez Pete Cameron. Au final, le couple ne va rester qu'une petite demi-heure et puis ils vont rentrer au Samarkand Hotel, là où ils résident. Le lendemain matin, 18 septembre 1970, Monica rentre de course et elle constate que Jimmy semble avoir été malade pendant la nuit. Il aurait pris 9 comprimés de somnifères et clairement, il est inconscient. Du coup, elle va chercher un peu désespérément le numéro de son médecin et comme elle n'y arrive pas, elle va se décider à appeler une ambulance à 11h27. Jimmy est conduit au St. Mary Abbot's Hospital de Kensington et 30 minutes plus tard, il est mort. Cette version-là, par contre, est à prendre avec des pincettes. Alors pourquoi? Vous allez me dire, tout simplement parce que Monica a donné plusieurs versions des événements. Alors pour certaines, visiblement complètement contradictoires. Du coup, on ne sait pas bien. Par exemple, elle va expliquer que Jimmy se serait endormi aux alentours de 7h15 sans prendre aucun somnifère, alors même qu'elle déclarait juste avant qu'il en avait pris 9. Bref. C'est flou. Les urgentistes, pour leur part, ils affirment que lorsqu'ils sont arrivés, Hendrix était déjà mort et qu'il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Déclaration qui va être confirmée par les dires de 2 policiers qui étaient présents sur les lieux ce jour-là. En gros, les circonstances restent floues et en 2009, James Tappy Wright, donc l'ancien assistant de Jimi Hendrix, va affirmer qu'il aurait été assassiné par Michael Jeffrey, son manager, qui lui aurait fait avaler de force des pilules et de l'alcool. Selon Wright, Jeffrey aurait tenu les propos suivants: « Je devais le faire. Jimmy valait pour moi beaucoup plus mort que vif. Ce fils de p*** allait me quitter. Si je le perdais, je perdais tout. On est entré dans la chambre d'hôtel de Monica, on a pris une poignée de pilules qu'on a fourrées dans la bouche de Jimmy et puis on lui a versé plusieurs bouteilles de vin rouge dans la gorge. » Évidemment, la mort du guitariste est un véritable séisme pour ses fans, pour sa famille et pour ses amis. Jimi Hendrix, en dépit de sa volonté d'être enterré à Londres, va finalement l'être à Seattle, sa ville natale, le 1er octobre 1970. En 1995, Monica va publier un livre intitulé The Inner World of Jimi Hendrix, dans lequel justement elle va raconter son histoire d'amour avec lui, sauf que voilà, il y a une petite demoiselle qui s'appelle Cathy Etchingham, qui est une des plus grosses relations de Jimmy, qui va l'attaquer en justice pour diffamation et remporter son procès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps après, Monica est retrouvée morte dans sa voiture. Alors, selon son mari, qui est un guitariste assez connu, puisque c'est le guitariste du groupe Scorpion, Ulrich Roth, elle se serait suicidée après avoir reçu des menaces de mort suite à son livre. Et c'est ainsi que se termine la triste histoire du mythique guitariste Jimi Hendrix, qui aura clairement révolutionné l'approche de la guitare et qui aura marqué l'histoire de la musique en seulement quelques années. Pour terminer, et ceci avec chaque vidéo comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos une petite playlist de quelques-uns des plus grands succès de l'artiste dont je vous ai raconté l'histoire aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à me lâcher votre plus beau pouce bleu, votre meilleur commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que du coup il a pu être assassiné, ou est-ce que tout simplement erreur de parcours, trop de médicaments et malheureusement, c'était la fin de Jimi Hendrix. Je vous laisse me dire un peu ce que vous estimez être la bonne version, en tout cas, des choses. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous aimez bien le contenu de la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça augmente le référencement, où je suis carrément planquée dans YouTube. Je suis perdue dans les tréfonds de YouTube, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue.